Bonsoir et merci de votre fidélité à la première édition d'information de la soirée sur Oula. Voici les titres. Les réseaux sociaux, un espace de plus en plus propice aux violences basées sur le genre. D'après un rapport de l'ONU Femmes, 58% des femmes au Maroc ont déjà été victimes de violences en ligne, des attaques qui semblent être exacerbées par l'anonymat. Et vous allez le voir dans un reportage, cette forme de violence a un impact significatif sur la santé mentale des victimes. À Tanger, les débats et échanges sur des thématiques géostratégiques se poursuivent dans le cadre de la 17e édition du Forum EDES. Les défis de l'éducation et de l'innovation en Afrique ont été au cœur d'un panel animé par des experts en la matière. La ville ocre sur son 31 pour accueillir la 22e édition du Festival international du film de Marrakech. Ce soir, strass et paillettes sur le tapis rouge à la cérémonie d'ouverture de ce grand rendez-vous cinématographique mondial. Cette année, le festival a programmé une sélection de 82 films en provenance de 31 pays. Les cinéphiles seront donc bien servis. Avant de développer ces titres dossiers du Sahara marocain, la Somalie réitère son soutien à l'intégrité territoriale et à la souveraineté du royaume sur l'ensemble de son territoire. Une position mise en avant lors d'une rencontre bilatérale à Rabat entre le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, et le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale de la République fédérale de Somalie. Abdislam Abdi Ali n'a pas manqué de saluer l'adoption de la résolution 2797 du Conseil de sécurité de l'ONU qui consacre le plan d'autonomie présenté par le Royaume dans le cadre de la souveraineté marocaine comme la base d'un règlement juste et durable pour une solution définitive. Ces entretiens ont été également l'occasion pour les deux responsables de rééditer leur détermination à consolider et à diversifier la coopération multisectorielle en vue d'ériger un partenariat solide fondé sur une solidarité agissante. Les deux hauts responsables ont procédé à la signature d'une feuille de route de coopération couvrant la période 2026-2028, touchant plusieurs secteurs prioritaires, notamment l'agriculture, l'eau et l'irrigation, la pêche maritime, le tourisme, les énergies renouvelables, la formation, l'enseignement supérieur, la santé, le tourisme, la sécurité, la promotion économique et l'investissement, les changements climatiques ainsi que les sports et la culture. Les technologies numériques deviennent de plus en plus un terrain propice aux violences basées sur le genre. Selon le Haut Commissariat au Plan, 1,5 million de femmes marocaines ont déjà été victimes de violences en ligne. Une violence qui prend différentes formes car elle est exacerbée par l'anonymat qui favorise l'impunité. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ces attaques ont des conséquences considérables sur la santé mentale des victimes et sur leur vie sociale. Reportage Zaki Abdelkas, Imanable. Diffamation, chantage, menaces de diffusion de données personnelles, piratage de comptes, autant de violences basées sur le genre. Les victimes des agresseurs sont souvent des femmes. L'espace numérique devient d'une brutalité accablante. Un phénomène silencieux, protégé par l'anonymat. Le cyberharcèlement isole la victime. Peu à peu, elle s'éloigne de son entourage. Il y en a même celles qui sont acculées à changer de domicile ou de ville. Il y a aussi des conséquences ravageuses sur le plan professionnel et académique, avec une rupture de la scolarité par exemple. La victime présente des symptômes comme la peur, la tristesse, la pensée excessive et des troubles de sommeil. Un fléau qui gagne du terrain. Un nouveau rapport vient d'être publié sur la violence numérique à l'égard des femmes et des filles au Maroc. L'on apprend que la majorité des auteurs de violences sont des personnes proches ou connues des victimes, ce qui aggrave la situation et rend la dénonciation plus difficile. Je pense qu'il va falloir réviser la loi 103/13. Elle doit définir ce que c'est que la violence numérique de manière plus spécifique, avec des articles qui durcissent les sanctions à l'égard des agresseurs, la réparation des victimes et une meilleure protection. En effet, la protection des victimes demeure une priorité absolue. Malgré l'ampleur du phénomène, 79% des victimes ne déposent aucune plainte par peur de chantage, de représailles
ou de stigmatisation sociale. C'est l'un des principaux rendez-vous de débat et d'échange intellectuel du continent africain, le Forum Medes, qui poursuit d'ailleurs ses travaux à Tanger. Cette 17e édition propose une cinquantaine de sessions couvrant un large éventail de thématiques géostratégiques avec un accent sur les enjeux et défis auxquels l'Afrique est confrontée. Et parmi ces défis, l'éducation et le développement des compétences, véritable levier de développement durable. Le sujet a été d'ailleurs au cœur d'un panel placé sous le signe « L'Afrique émergente, l'Afrique gagnante, renforcer la souveraineté, améliorer la gouvernance ». Reportage Adnan El-Herres, Mohsin Qaïs et Zakaria Moukhenbil. Comment faire de l'éducation, de l'innovation et du développement des compétences des vecteurs pour une Afrique émergente et gagnante? La question est au cœur de ce panel organisé dans le cadre du Forum Medes. Responsables politiques, experts et acteurs du domaine de l'éducation-formation croisent leur regard pour interroger les pratiques les plus efficientes. Aujourd'hui, la question qui nous est posée, c'est l'investissement dans l'éducation et l'innovation. Et ce qui est essentiel à retenir, c'est qu'on ne peut pas différencier les deux. On est obligé d'imaginer des modèles nouveaux qui nous permettent, de massifier l'éducation à l'échelle de l'Afrique, compte tenu de l'importance de la démographie. Il va falloir que nous puissions travailler sur la massification de l'éducation, mais par de l'innovation. Pour les panélistes, le Maroc peut constituer une véritable source d'inspiration en matière d'éducation, notamment à travers la capacité du royaume à créer des centres d'excellence performants. L'investissement durable dans la connaissance et l'innovation est un autre levier salué par les participants. Cette approche offre un exemple pertinent pour les pays qui ambitionnent de renforcer leur capital humain. Je pense qu'aujourd'hui, dans une Afrique qui se développe, je disais que le Maroc nous inspire parce que tous ces atouts aujourd'hui et toute cette stratégie de développement du capital humain qui est engagée dans le Maroc peut inspirer beaucoup de pays africains et échanger dans ce cadre-là pour pouvoir faire émerger une Afrique qui réussit. Aujourd'hui, l'Afrique se trouve à un tournant stratégique pour consolider sa souveraineté politique et économique, renforcer ses gouvernances publiques et sécuriser sa stabilité institutionnelle. Des défis multiples qui appellent une modernisation et une mise à niveau des systèmes d'éducation-formation au niveau du continent. La Cisjordanie occupée, première escale de l'actualité internationale ce soir. Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme réclame une enquête approfondie après l'exécution de 2 Palestiniens par des policiers israéliens. C'était hier jeudi alors qu'ils étaient en train de se rendre. Des vidéos ayant largement circulé sur les réseaux sociaux montrent 2 hommes sortir d'un bâtiment cerné par des soldats israéliens. Les bras en l'air, on les voit ensuite se coucher à terre devant les soldats. Des coups de feu retentissent, les 2 hommes gisent au sol. Les meurtres de Palestiniens par les forces de sécurité israéliennes et les colons en Cisjordanie occupée sont en forte augmentation et restent à ce jour impunis. Nous restons dans la région. Les forces israéliennes ont tué ce vendredi 13 personnes lors d'une opération dans le sud de la Syrie. Il s'agit de l'opération israélienne la plus meurtrière depuis la chute, il y a près d'1 an, du président Bachar al-Assad. Le ministère syrien des Affaires étrangères a dénoncé un crime de guerre et accusé Israël de vouloir embraser la région. L'envoyé spécial adjoint des Nations Unies pour la Syrie a quant à lui dénoncé une violation grave et inacceptable de l'intégrité territoriale de la Syrie. Également à la une de l'actualité, ce nouveau bilan de l'incendie meurtrier qui a ravagé un complexe résidentiel à Hong Kong. Le nombre de morts grimpe, 128 morts. Des dizaines de personnes sont toujours portées disparues. Le combat contre les flammes est achevé depuis ce matin dans les 8 immeubles de l'étage du 31 du complexe en cours de rénovation. Une commission de Hong Kong a d'ailleurs annoncé hier soir l'arrestation de 8 personnes pour des faits présumés de corruption dans le marché de rénovation d'un ensemble d'environ 2000 logements inaugurés en 83 dans le quartier de Tai Po, dans le nord de Hong Kong. La cité ocre, à l'heure de son festival international du film. Ce soir, les stars de cinéma mondial fouleront le tapis rouge lors de la prestigieuse
cérémonie d'ouverture de la 22e édition du festival. À partir d'aujourd'hui et jusqu'au 6 décembre, Marrakech prendra des airs de Hollywood. Cette année, le président du jury du FIFM n'est autre que le réalisateur nord-coréen, ou plutôt coréen, Bong Joon-ho, qui sera entouré de 8 personnalités du 7e art de premier plan, dont la réalisatrice française Julie Ducournau, l'actrice américaine Jenna Ortega ou encore le réalisateur marocain Hakim Belabbas. Zakaria Moqim Billah. Marrakech sous son meilleur jour pour accueillir le Festival international du film. Parée de ses plus beaux atours, la ville ocre s'apprête encore une fois à faire vivre à ses habitants et visiteurs des moments cinématographiques intenses. Stars du grand écran, figures célèbres du 7e art ou nouveaux talents, tous seront à l'honneur. Cette année, le jury sera présidé par le réalisateur sud-coréen de renommée internationale Bong Joon-ho, oscarisé pour son film Parasite. Le jury sera également rehaussé par la présence du cinéaste algéro-brésilien Karim Aynouz, reconnu pour son cinéma intimiste et engagé. Le réalisateur marocain Hakim Belabbas, figure emblématique du cinéma marocain, sera également de cette fête. Autre membre du jury, et non des moindres, la réalisatrice française Julie Ducournau, lauréate de la Palme d'Or en 2021. Des voix du monde du théâtre sont également présentes pour départager les différents films en lice, comme l'actrice américaine Jenna Ortega, figure contemporaine portée par ses collaborations au cinéma et à la télévision. Tandis qu'Anya Taylor-Joy, artiste anglo-argentine de renommée internationale, représente la polyvalence. L'acteur et réalisateur iranien Payman Mahdi, figure centrale du cinéma perse contemporain, se joint à eux. L'équipe est complétée par Céline Song, réalisatrice et scénariste coréano-canadienne. Les membres du jury auront la tâche de sélectionner le meilleur scénario et le meilleur film en compétition officielle. 13 longs métrages sont à l'affiche, dont Aisha Can't Fly Away, Broken Voices, Derrière les palmiers, First Light, Forastera entre autres. Autant de productions cinématographiques qui confirment l'engagement du festival à faire émerger les talents du cinéma mondial. Et bien sûr, le festival ne pouvait pas manquer l'occasion de rendre hommage à ceux qui ont marqué l'histoire du cinéma. L'acteur égyptien Hussein Fahmy, l'actrice marocaine Naraouia, ainsi que le grand réalisateur Guillermo del Toro. L'hommage final est dédié non seulement à une carrière, mais à une vie entière consacrée au 7e art, celle de Jodie Foster, l'actrice américaine qui depuis son jeune âge a évolué devant la caméra. En un peu plus de 2 décennies, le Festival international du film de Marrakech s'affirme aujourd'hui comme un lieu de dialogue et de découverte, inscrivant le Maroc sur la carte des grands rendez-vous cinématographiques internationaux. Passeport avec ce match de la Ligue des champions africaine qui oppose en ce moment même la Renaissance de Berkane aux Nigérians de Rivers United. L'équipe de Berkane est menée 1-0 donc lors de cette rencontre à un quart d'heure du coup de sifflet final. De son côté, l'Aïsfar affronte ce soir l'Ali d'Égypte, match qui se jouera au stade de Moulay El Hassan à Rabat. Les Phares n'ont d'autre choix que de remporter ce match contre l'Ali, leader du groupe B, grâce à un meilleur goal average afin de conserver toutes ses chances de se qualifier pour les quarts de finale. Après une défaite inattendue, rappelons-le, lors de la première journée à l'extérieur contre les Tanzaniens de Young Africans, 1-0. Eh bien voilà, nous souhaitons que Berkane revienne au score et que les Phares donc gagnent cette rencontre ce soir. Bonne chance aux 2 équipes et à bientôt.